Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto qui est rentrée, ou plutôt qui est re-rentrée dans le top 100 il y a peu, parce qu'elle a fait une performance très très élevée en très peu de temps, c'était lundi je crois. Donc on va parler de NEM, XEM, l'un est le nom du token, l'autre le nom du projet. Donc je vais vous parler un peu des recherches que j'ai faites, comme d'habitude. Je vais vous faire une présentation du projet, la technologie qui est derrière, la tokenomique, globalement ce que je pense du projet, les forces et les faiblesses, et on ira voir graphiquement à quoi ça ressemble. On est parti du coup. Donc NEM en centième position, excusez-moi, centième position à l'heure actuelle, il a perdu des places dernièrement. Capitalisation 450 millions de dollars, des volumes à peu près 10%, 35 millions, donc on est un peu en dessous. Donc quand même des beaux volumes, certainement dû à la hausse dernièrement. Et au moment où j'ai fait la vidéo, 0,05 dollars environ pour un token. Qu'est-ce que c'est? On est sur une plateforme de développement d'applications et de smart contracts, donc un peu ce que fait Ethereum en soi, avec là deux blockchains différentes, une publique et une privée. La publique étant réputée pour être relativement lente et peu efficace, mais c'est en développement. Ils essayaient, en tout cas aux dernières informations que j'ai pu voir, à celles qui étaient les plus à jour, d'orienter ça vers quelque chose de beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus de transactions, parce qu'ils ont une technologie assez correcte, par contre, dans le domaine des blockchains privés. Ils ont un projet qui s'appelle MyGen ou MiGen, je ne sais pas comment on prononce. Et là, on va être sur une technologie beaucoup plus rapide, mais c'est en privé, hein, c'est en interne, donc c'est de l'entreprise qui héberge sur ses serveurs sa blockchain. Et du coup, avec un système quasi gratuit, voire intégralement gratuit. Ce qui est surprenant du coup, parce que à partir du moment où vous dites que c'est gratuit, moi je me demande comment vous faites de l'argent et par conséquent, à quoi sert du coup votre token, hein, parce que pour des investisseurs, aller sur un projet gratuit est purement gratuit, c'est-à-dire où il n'y a pas de, j'en sais rien, comme par exemple sur les réseaux sociaux, il y a c'est gratuit, mais en fait il y a des collectes de données qui sont données, qui sont revendues, et donc on peut comprendre comment fonctionne l'entreprise, on peut comprendre comment elle fait de la croissance, etc., etc. Là, vous voyez, on va déjà avoir un petit truc qui va pas me plaire moi, mais voilà, c'est une première approche. Au niveau des données importantes, le projet existe depuis longtemps. C'est un projet qui a été démarré en 2014. On est vraiment sur un vieux projet. Et des projets qui ont commencé en 2014, qui sont toujours dans le top 100 à l'heure actuelle, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est assez notable. Ça a été lancé en 2015 et c'est écrit uniquement en Java. Java, c'est un langage de programmation qui est assez simple, qui est très très connu, très très utilisé dans, je dirais, le monde classique, pas dans le monde Web3. Et donc ça, c'est un bon point parce que ça permet d'attirer des développeurs. Et c'est peut-être d'ailleurs une des choses qui fait que le projet tient, hein, à mon avis, vis-à-vis de la concurrence et des autres projets. C'est peut-être ça son gros point fort, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre. Au niveau des partenariats intéressants, en 2016, ils se sont alliés à Tech Bureau, qui est japonais. Et du coup, le projet a un peu cette origine-là maintenant. Notez que le déploiement a eu lieu depuis 2019, donc on est sur quelque chose qui existe et qui fonctionne depuis plusieurs années, même si, en fait, on en entend assez peu parler, hein. Moi, avant qu'il rentre dans le top 100, ce projet-là, franchement, je ne connaissais pas. L'ICO, on n'a pas de chiffres, en tout cas j'en ai pas trouvé, ça c'est quelque chose qui me plaît pas non plus. Je sais que à la base, il y avait 1500 investisseurs, très bien, bon, je sais pas combien il y a eu de tokens, ni combien ils ont été payés, mais voilà, je sais qu'il y a eu cette première phase avec 1500 investisseurs, et ensuite, il y a eu des besoins, parce qu'apparemment les dépenses étaient assez importantes, et donc il y a eu une seconde vague, et j'ai pas de chiffres dessus, je sais juste qu'elle a eu lieu en 2019, donc au moment du déploiement. Donc voilà, vous voyez, on a des informations qui sont relativement floues. Moi, vous comprenez que ça me plaît déjà pas énormément, mais on va continuer du coup. Au niveau de la technologie, on est sur un consensus un peu maison, c'est-à-dire qu'ils appellent ça le proof of importance. Donc c'est pas du proof of work, c'est pas du proof of stake, mais en fait en creusant un peu, on comprend que ça ressemble un peu à du proof of stake. Donc j'ai mis dérivé, c'est pas exactement le terme parce que c'est pas dérivé du proof of stake, mais au final, les dernières phases des transactions ressemblent beaucoup à du proof of stake. Vous avez un système avec des nodes, avec des tokens qui sont bloqués. Bon, c'est pas du proof of stake, mais ça y ressemble quand même pas mal. Et sans entrer trop dans le détail, vous pouvez imaginer que c'est ça, sauf que en fait, on a quelques petites particularités, notamment au niveau des ce qu'on appelle les validateurs en proof of stake. Donc là, c'est un peu différent. Et on va prendre en compte en fait l'historique des activités de l'utilisateur. En fait, il y a aussi des systèmes en proof of stake qui font ça. Et donc, il y a un système qui n'est pas un système de réputation, mais qui ressemble un petit peu et qui permet en fait de voir ce que vous faites et de juger si vous êtes ou non un bon utilisateur.
Au niveau des cas d'usage, on a différentes choses. J'ai recensé notamment les paiements instantanés. Alors ça, c'est une promesse qui est intéressante, mais qui est en fait limitée techniquement, parce que des paiements instantanés, d'accord, s'il y a une seule personne qui fait une transaction, pas de problème. Mais quand il y aura des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs, est-ce qu'on sera toujours capable de faire des paiements instantanés? Je ne suis pas sûr. Et au vu du nombre de transactions par seconde que la blockchain offre pour le moment, j'en doute. Parce que sur la blockchain publique, c'était très très faible. Et sur la blockchain privée, on est à quelques milliers, donc comme le font certaines autres blockchains. Et au final, c'est quand même inférieur largement à la capacité de transaction par seconde des réseaux bancaires internationaux classiques, notamment le réseau Swift. On a beaucoup plus de transactions par seconde, et pourtant, on va avoir des situations où on ne peut pas faire des transferts instantanés, en tout cas pas dans tous les cas. Donc attention à ce genre de promesses. Pour le moment, je pense que techniquement, on n'y est pas. Après, à voir, c'est mon point de vue. Au niveau d'autres informations, on a le transfert de données entre blockchains privées et publiques. Ça, c'est intéressant. Faire communiquer des blockchains entre elles, ça, c'est une thématique qui va me parler un peu plus. Mais voilà, si c'est que sur leur réseau à eux, est-ce que ce sera vraiment utilisé? J'en sais rien. En tout cas, ça existe depuis longtemps et à titre personnel, j'en entends peu parler. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est plus sur une offre qui peut séduire des entreprises privées et j'ai pas l'impression que les gens du public vont vraiment, enfin du public, je veux dire les investisseurs retail, nous en somme, ayons vraiment d'intérêt à aller dessus. Et en ayant un peu creusé ce qu'ils proposaient, franchement, je n'ai pas été convaincu. Au niveau du dernier point qui était notable, c'était au niveau de l'automatisation et de la comptabilité. Donc ça, c'est un peu des fonctions dans l'audit notamment, où on peut stocker des données pour les entreprises privées. On va avoir une certaine transparence en fait, enfin même une transparence totale vu qu'on est sur la blockchain, des informations. Et c'est vrai que ça permet de faire de l'audit beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'est un point qui peut être vraiment intéressant, notamment pour des cabinets de conseil spécialisés en audit. On en a un certain nombre qu'on connaît. Donc ça peut être pertinent. Maintenant, s'ils ne l'ont pas utilisé, j'imagine qu'il y a des raisons. J'ai pas de détails de plus. Mais de toute façon, dans les offres réelles qu'on peut voir au niveau retail, donc au niveau des personnes publiques, ça rentre pas du tout en compte. Alors que ça pourrait être peut-être utilisé pour des cas de petits cabinets d'audit, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est des cas d'usage plutôt utilisés pour les blockchains privées. Et donc là, ce qu'on voudrait savoir, c'est à quoi sert le token. Parce que si vous n'avez pas l'utilisation de la blockchain, ce que vous voulez savoir, c'est à quoi il va servir votre token, qui va investir dedans. Et c'est là qu'en fait le bas blesse un peu. Donc, ce qu'on peut dire déjà au niveau tokenomique, c'est qu'on a peu d'informations. Bon, on sait qu'il y a une supply max, ok, elle a été minée en fait dès le début. Donc ça, c'est un très très bon point. Ça, c'est ce qu'on fait en général dans certains projets un peu spécifiques, et ça, j'aime bien. Parce que ça veut dire que dès le début, l'offre totale existe, il n'y a pas de pression à la vente, il n'y a pas de dilution du token risqué. Ça, c'est vraiment bien. Le problème, c'est qu'en fait, les bons points s'arrêtent là. Globalement, on n'a pas d'infos sur la répartition. J'ai trouvé aucune info sur qui a quel token, quelle quantité, comment ça s'est passé, qui était là initialement, combien ils ont payé, je ne sais pas. Globalement, j'ai vu que si on va sur leur white paper, en fait, on arrive sur un site un peu interactif avec plein de liens. On trouve pas d'infos sur la tokenomique, mais il y a des liens avec certaines plateformes d'échange, des trucs qui ressemblent plus ou moins à du eBay ou à des sites de merch où on peut acheter des choses en fait, mais on peut même acheter en dollars dessus, donc en fait le token n'est pas vraiment utile dans ce cas-là. Et il me semble qu'en fait, on est, comme je le disais, sur une blockchain plutôt orientée utilisation privée pour des entreprises et pas vraiment pour des utilisateurs comme nous. Donc, il n'y a pas vraiment d'incentive à utiliser le token. Donc, à titre personnel, je vois pas. Enfin, moi, en fait, ma recherche s'arrêterait là, en fait. Je vois pas l'intérêt, en fait. Donc, je n'irai pas dedans. En tout cas, pas dans le cadre d'un investissement que je considérais comme étant safe. Et donc, peut-être à titre de spéculation pure, mais c'est vraiment tout, quoi. J'ai trouvé quand même ce tableau, en faisant vraiment des recherches un peu approfondies, sur quels sont les supernodes, et plutôt où est-ce qu'ils sont situés. Donc, effectivement, il y a la liste des supernodes, mais enfin, moi, ça m'intéresse pas plus que ça de savoir qui à des nodes, je me fiche un peu des adresses. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 47 adresses en Allemagne, ça c'est intéressant, et ça représente 35% du volume total. Ils ont 134 supernodes, donc ça veut dire qu'on est sur un réseau qui est décentralisé, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a 134 globalement validateurs, si on reprend du jargon proof of stake, même si c'est pas tout à fait le cas ici. Bref, vous voyez la liste ici, donc les US, Japon. Donc Japon, on rappelle, l'entreprise parraine était japonaise, et pourtant, vous voyez, c'est pas l'essentiel des validateurs. Canada, etc. Mais enfin, vous voyez, en dessous du Canada, on descend déjà à moins de 10 validateurs par pays, donc c'est quand même pas grand-chose, et au final, l'essentiel est ici, en Allemagne, US et Japon. Donc voilà, on voit qu'il y a un ROI de 5%, ok, et que ça fait approximativement, à l'heure actuelle, 18 $ par mois, donc c'est pas non plus la fête absolue. Mais voilà, on a une idée, une value totale apparemment de 147 000 $, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là, mais bon, c'est ce que j'ai pu trouver comme données chiffrées, et honnêtement, c'est pauvre, ça me donne pas plus que ça envie d'investir sur le projet.
Et honnêtement, je suis assez déçu sur les informations que j'ai pu trouver. Donc voilà, vous avez déjà un peu l'idée de ma conclusion. On est sur une thématique qui est intéressante, blockchain privé plus public, pourquoi pas. Une offre pour les entreprises, ça peut être intéressant. Des partenariats notables, j'en ai pas vraiment vu en fait. Il y a assez peu d'infos. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Ça peut se jouer dans une thématique, peut-être, si vous jouez la thématique du bull run asiatique. Commence à y avoir des personnes qui parlent de ça. J'ai lu un tweet très intéressant de Cryptic dessus d'ailleurs. Et j'en parlerai peut-être sur la chaîne d'ailleurs prochainement. On verra. Et donc il y a peut-être potentiellement en fait quelque chose à jouer avec des liquidités qui viendraient d'Asie dues à un certain nombre de choses, notamment une réouverture des barrières liées à la fin du Covid, des intérêts pour la crypto, comment dirais-je, un assouplissement de la réglementation au niveau de la crypto, parce qu'en fait, il y avait tout un tas de parties de l'Asie où c'était compliqué, voire pas possible d'acheter des cryptos, où il y avait des réglementations assez strictes. Là, ça a l'air de s'adoucir un peu. Donc ça peut être favorable, et on aura peut-être une thématique bull run au niveau de la deuxième partie de l'année, parce que je crois que c'est à partir de juin que ça commence à s'assouplir au niveau des règles. On en parlera plus en détail, je pense, hein. D'ici là, on a le temps de voir venir. Et donc peut-être que dans ce cadre-là, on pourrait en prendre un petit peu dans un bag sur cette thématique-là. Mais franchement, à part ça, je suis pas très convaincu. Le seul point positif, c'est au niveau tokenomique, une supply max et donc 100% des tokens émis, mais ça s'arrête là en fait. Parce que du coup, au niveau du fonda, on a des concurrents sur globalement toutes les thématiques qu'on a vues. Hein. J'ai rien vu de vraiment incroyable qui sort du lot. J'ai pas vraiment compris du coup l'utilité du projet, hein, vu qu'il se différencie pas plus que ça, qu'il est là depuis longtemps. Enfin, ça me convainc que peu. Au niveau informations, c'est très opaque. Moi, j'aime pas trop. Le Twitter est ultra vide. Ça, je suis allé voir pourquoi est-ce que ça a pump dernièrement, quelles informations on peut trouver. Bah, les articles qui en parlent, ils ont pas vraiment de réponse intéressante. Et en plus, au niveau des réseaux sociaux, notamment le Twitter, je vois pas beaucoup de news. Enfin, c'est vraiment assez maigre ce qu'on a vu. Donc globalement, pour moi, des choses qui me donnent pas envie d'y aller. Et sur le plan économique, bah, comme je vous l'ai dit, hein, pas d'infos sur la répartition, peu de raisons a priori d'avoir du token, hein, j'ai pas vu d'initiative vraiment pertinente, ça me donne pas envie. Donc à part cette thématique du bull run asiatique, franchement pour moi c'est un non. Je vous propose quand même d'aller voir graphiquement à quoi ça ressemble, hein, parce que ça a quand même fait des choses intéressantes dernièrement, donc si vous étiez dedans, bah, tant mieux pour vous. Franchement, bien joué, mais c'était je pense surtout un gros coup de chance, ou alors il fallait avoir des infos. Donc déjà on va commencer par CoinMarketCap, parce que comme c'est très très vieux, évidemment sur TradingView, il n'y a pas de chartes qui vont depuis le début, c'est quand même intéressant de voir à quoi on a affaire. Donc on est listé ici depuis 2015, début 2015, vous voyez ça a été très très plat. On a l'impression que c'est très très plat, mais en vrai ça a quand même fait des très très belles perfs, hein. Là on parle déjà de x20, voire x30 hein, par rapport aux valeurs d'ici. Non, x10, 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 x20 quand même, hein. Putain, ouais, x30 ici. Hein. Ouais, c'est quand même des belles valeurs entre 2015 et 2017. Ça a complètement explosé du coup pendant le bull run et on voyait qu'on est au max en janvier 2018. Et en fait, vous avez là l'information importante, ça n'a jamais retouché ces valeurs-là depuis. Donc c'était en janvier 2018, hein, donc ça fait 5 ans, un peu plus maintenant, et ça n'a pas retouché cette valeur-là. Et ça, c'est quand même un problème, dans le sens où, en 2018, le bull run qu'il y a eu ici, les volumes, les capitaux qui étaient injectés à ce moment-là dans les cryptos étaient plus faibles qu'en 2021. Et donc, il y a plein de projets, l'essentiel des projets qui sont encore dans le top 100, qui en 2021 ont fait de meilleurs perfs qu'en 2017, voire qui n'existaient pas en 2017-2018. Et là, en fait, cette tendance-là, baissière, moi je pense que c'est un gros red flag, il faut faire très attention, parce que ça laisse supposer qu'à part innovation incroyable ou très grosse hype, dans le prochain bull run, ce type de projet ira encore moins haut. Voilà, on n'a pas de certitude là-dessus, mais c'est le genre de conviction qu'on peut avoir, c'est le genre de conviction que moi j'ai, et personnellement, j'irai pas parier dessus. Parce que je pense qu'on est plutôt sur une tendance baissière, et au vu des fondamentaux du projet, plutôt sur un projet qui va pas aller très très loin, en tout cas au niveau des clients retail, et moi je pense que j'irai pas sur ce genre de thématique-là, franchement. À part grosse news très intéressante, gros partenariat, enfin vraiment des trucs très catalysants, sinon je pense que c'est pas le genre de projet sur lequel j'irai. Je vous propose qu'on aille voir quand même en daily à quoi ça ressemble, donc on va aller sur TradingView, parce que c'est quand même intéressant ce qui s'est passé. Donc on voit que depuis, donc là on est sur Binance du coup, les informations de Binance, donc on a un listing depuis novembre 2020, donc effectivement le petit bull run de 2021, et donc on allait beaucoup moins haut que sur 2017, ok, et depuis en baisse totale, comme sur la majeure partie des projets crypto, ça ok, mais personnellement je vois pas en fait de raison de retournement. Donc on a eu cette hausse là, cette semaine du coup, on va aller voir ce qui s'est passé en vue journée. On voit qu'en fait il y a eu ce pump lundi, et c'est tout.
C'est tout. Enfin, il y a eu une hausse, hein, bien évidemment. Sur les plus bas, on était là à 0,03 à peu près. On est allé jusqu'à 0,04, donc voilà, on a pris 30%. Et il y a eu ça. Il y a eu ce lundi. On va aller voir peut-être en 1 heure. Est-ce que ça se voit mieux? Et oui, en fait, on voit qu'il y a eu 2 très grosses hausses. Là, on a eu une belle hausse là, donc je suppose que les volumes viennent avec. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu 3 heures où il y a eu des gros volumes. Donc là, en fait, on peut supposer que c'est quelque chose. En fait, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent dedans. Vous voyez, je pense que ça se joue comme ça. En fait, ça doit être quelques entrées de fonds, mais peu d'adresses au final. Et donc, il y a eu cette hausse-là. Il y a eu là deux énormes phases de volume. Je pense qu'on pourrait même aller en 15 minutes et qu'on aurait quelque chose d'un peu plus précis. Parce que je pense que ça s'est fait vraiment sur quelque chose de... voilà. Ça s'est fait en quelques ordres, à mon avis. Ça, c'est peu de personnes qui sont rentrées et qui ont fait complètement pump le prix. Et depuis, bah voilà, ça va un petit peu, ça redescend. Et donc, à titre personnel, je n'irai pas dessus et je vous dirais, faites attention. Je ne vois pas de vraie raison d'entrer sur ce projet. Peut-être que je me trompe, c'est mon avis. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.